RCN. Le son de la différence. Citoyens au quotidien sur RCN. Avec la CLCB de Malzéville-Saint-Max. Sylvie Gruy, Christian Saquet. Bonjour chers auditeurs, bonjour Christian. Bonjour Sylvie, bonjour Jean-Luc. Et bonjour à nos petits stagiaires. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Citoyens au quotidien, l'émission de la consommation, du logement et du cadre de vie. Alors, on va commencer en fanfare et c'est toi qui fais ce sujet, la chronique du pouvoir d'achat. Ah, c'est tout un programme. Ben oui, justement, ce matin, j'ai allumé la télé et je suis tombé sur une page de publicité. Alors, et elle là, disait quoi cette page de pub? Je te le dirai pas. Et là, j'ai réalisé que les annonces ne parlent que de prix bas. Ouais. On a journée bon plan, offre d'engagement à moins 10%, prime offerte pour tout nouvel achat. En fait, on nous harcèle littéralement. Telle enseigne revendique être celle qui est la moins chère, la course pour être moins chère que l'autre. Ils nous prennent vraiment pour des nuls. J'oserais pas dire autre chose, mais enfin bon, voilà. Des nuls. On va rester poli. Alors, ils nous parlent donc de bons plans, etc. Mais est-ce que ces annonces aussi parlent de la qualité des produits qu'ils mettent en avant? Mais non, aucune de ces annonces ne parle de la qualité des produits proposés. Comme si la qualité n'avait plus d'importance par rapport au prix. Comme si c'est devenu le seul critère. Et c'est un engrenage terriblement pernicieux pour moi. On nous fait croire que le moins cher est la référence. Et de facto, les produits normaux deviennent des produits réservés à une élite. Donc il y a l'élite qui a droit aux produits normaux, et puis il y a les pauvres qui ont droit au bon plan. Exactement. Et à moins de qualité. Exactement. Après tout, une tomate de pleine terre, c'est juste une tomate normale, n'est-ce pas? Qui cherche à nous faire croire que c'est un luxe. Ce qui était autrefois le service de base est devenu un privilège. Et il est forcément payant. Par exemple, prendre le train avec un bagage. Oui, c'est vrai que maintenant, il y a certains trains... Enfin, on les a pas sur Nancy, ceux-là. Il y a même des voyages par avion où le simple bagage n'est pas prévu dans le prix. Eh ben non. Ouais. On va faire 15 jours, 3 semaines à l'autre bout de la planète et on ne prend pas de bagage. Ou alors on met tout sur nous. C'est mieux. Moi, je considère donc que notre qualité de vie se dégrade. Et si nous sentons que quelque chose ne va pas, l'appel du prix bas reste irrésistible. Et il faut dire, tant on nous a rabâché que c'était notre droit. Alors, on a donc tout ça, toutes ces pubs, etc. Mais on a eu, il y a quelque temps, la crise mise en avant par les agriculteurs. Donc, les agriculteurs dans tout ça. Eh bien, tout le monde est d'accord pour soutenir les agriculteurs du moment qu'on n'augmente pas les prix. Voilà, on vous aime bien les agriculteurs, mais ne faites pas suer, n'augmentez pas vos prix. Alors, je considère que les adorateurs de la production intensive accusent, avec une mauvaise foi exemplaire, les normes environnementales. Par exemple, voyez les écolos qui emmerdent le monde et vont faire monter les prix. Ils préfèrent soutenir la production à grande échelle de denrées sans goût, bourrées de pesticides violents et qui ne rémunèrent même pas leurs producteurs. Mais ouf, du moment que les prix bas sont sauvés. Pourtant, si les fins de mois de nombre d'entre nous sont difficiles à boucler, ce n'est pas à cause du prix du lait et des carottes. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ah oui, moi de toute façon, je ne vais pas voir tout ce qui est les offres promotionnelles, etc. Je préfère chercher ce dont j'ai besoin. On pourrait pointer les salaires trop bas ou l'immobilier qui atteint des prix records. Sans compter tout ce qui fait notre vie moderne, smartphone, la fast fashion. C'est facile pour moi à prononcer ça. C'est pour ça que je te l'ai réservé. Les vacances à l'autre bout de la planète, enfin, abonnement Netflix. Les agriculteurs ne pourront pas être payés correctement sans augmenter leur prix au-delà de ceux affichés par la grande distribution et les hard discounters. Sortons de ce rêve maudit du tout pas cher, fuyons les enseignes qui en font leur écho, leur credo. C'est vrai que on cherche toujours... Alors on veut plus de choses et en même temps on veut que ça coûte rien. On veut de la qualité, on veut que ça coûte rien, mais à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Les seuls qui arrivent à produire, par exemple, je pense aux fraises qui viennent d'Espagne, ils arrivent à les produire à grande échelle, mais elles poussent dans des serres qui assèchent le pays. Les personnes qui bossent chez eux
alors on va pas dire complètement payés à coup de trick, mais enfin bon, ils sont pas non plus rémunérés tels qu'ils mériteraient d'être rémunérés, parce qu'en fait, ils vont quand même les chercher dans les pays de l'Est, quand même, la Roumanie, etc. C'est un gros fournisseur d'ouvriers agricoles en Espagne. Donc on peut pas, à un moment donné, nous vouloir être payés correctement, et puis dire on veut des produits où les gens qui les produisent soient payés à coup de trick. C'est pas possible. Tout à fait. Et puis, quand tu parles des fraises, ça me fait mettre en colère parce que la plupart du temps, on met les fraises dans les frigos et elles perdent leur goût. Voilà, elles n'ont plus de goût, elles n'ont plus rien. Même sur place. Donc, moi, quand j'étais en Bretagne, je voyais sous les serres, il y avait des tomates, des fraises qui étaient super bonnes. Et ben, pour les conserver, on les mettait au frigo. C'est une catastrophe, ça. Voilà, on les met C'est pour ça que je dis, privilégions les circuits courts, les produits locaux, et bien sûr le bio, car manger un produit non empoisonné n'est pas un luxe. C'est notre droit le plus fondamental. Et les agriculteurs qui se donnent le mal de le produire méritent d'être rémunérés à juste prix. On est bien d'accord? Ils méritent d'être payés pour le travail qu'ils fournissent. C'est vrai qu'ils fournissent comme un travail énorme et ils méritent d'avoir des salaires à même niveau que des personnes qui travaillent en bureau. Il n'y a pas de raison. Alors ça, c'est notre engagement à nous, à la CLCV. Nous défendons l'artisanat, la qualité, le savoir-faire, le respect de la terre et des hommes et des femmes qui nous nourrissent. Nous sommes la communauté des êtres humains. Nous œuvrons pour faire en sorte que tout le monde puisse cuisiner de bons produits en suivant de bonnes recettes, pas forcément hors de prix, mais au juste prix. Alors là, tu parles de cuisine, mais on s'en rend bien compte aussi quand on cuisine des produits, par exemple des viandes, où à un moment donné, je ne sais pas s'il y a toujours des hormones dedans, j'en sais rien, mais ces viandes qui sont de mauvaise qualité, quand on les cuisine, elles vont rendre énormément d'eau. Complètement. Donc si c'est pour alors, acheter de la viande... si en plus on ne sait pas les cuire, alors là, c'est la folie. Si c'est acheter un produit qui va coûter moins cher, mais dans ce produit, il va y avoir de la flotte, ça ne sert à rien. Il vaut mieux en acheter moins et acheter quelque chose qui soit meilleur, quoi. Donc à nous, consommateurs, citoyens au quotidien, de faire le bon choix, même s'il faut renoncer à la promo du jour ou du mois. De toute façon, en plus, les promos, elles sont là, elles sont faites pour nous attirer quand même. Oui, complètement. On nous attire dans le magasin avec une promo, et puis, en même temps, si on va dans un supermarché qui est à 15 km, si je vais dans un supermarché à 15 km de chez moi, pour une promo, forcément, je vais faire mes autres courses. C'est pas possible autrement, quoi. Je vais pas m'amuser à faire 50 supermarchés. Alors, en fait, on en est où avec cette inflation record? C'est extrêmement simple. Hein. Il paraît que l'inflation est derrière nous. On oublie les prix qui ont subi une très forte augmentation en décalage total avec l'évolution des revenus. Alors, c'est vrai que ça ne continue peut-être pas d'augmenter, mais l'inflation qu'on s'est pris, on se la garde, quoi. Hein? Alors, les annonces successives de hausse pour 2024, elles nous arrivent sur le coin du nez. On a 9% sur les mutuelles, 8% sur l'assurance habitation en moyenne, s'ajoute aux 10% de la hausse de l'électricité et aux 8 à 11% pour le gaz. Et donc on nous dit, elle est derrière nous. Elle est derrière nous. Et les loyers ont augmenté aussi. Oui, et alors les loyers, ils augmentent de 3,5% pour l'année. Voilà. Donc et en plus de ça, parallèlement à ça, l'État voudrait faire sauter l'APL. Voilà. Donc ce qui fera encore plus d'augmentation. Ça va être encore plus, oui. Alors, ces dépenses, c'est des dépenses contraintes, elles pèsent lourdement sur le budget des ménages. Il y a eu des négociations entre les distributeurs et l'industrie agroalimentaire, soi-disant pour faire bénéficier les consommateurs de baisses de prix, mais en réalité, nous constatons une hausse de 3 à 5% au moins sur 75% des produits. Comme je disais tout à l'heure, ils nous prennent vraiment pour des nuls. Hein. Il faut qu'on s'interroge sur l'augmentation de la marge brute de l'industrie alimentaire qui est passée de 28% à 48% en 2023. Donc en fait, s'il y a des personnes qui sont pénalisées par l'inflation, ce n'est pas le cas de tout le monde. La grande distribution, alors on va dire qu'il se goinfre. On va dire que le consommateur, il est victime d'un système qui lui échappe complètement. Voilà. Et il faut aussi savoir que dans la grande distribution, derrière, il y a tous les actionnaires quand même. Bah bien sûr. Alors, il faut savoir que 34% de la population est actuellement en situation de privation. C'est sans nul doute lorsque le citoyen qui va être consulté prochainement et que cette situation va peser dans la balance. Alors, va peser ou peut peser, parce qu'il y a quand même énormément de personnes qui ne se dérangent pas pour voter.
Oui, c'est un petit peu dommage. C'est encore plus grave. Et donc, pour rappel, les élections européennes ont lieu cette année, le 9 juin 2024, et il n'y a qu'un seul tour. Donc C'est là, dans moins d'un mois. Hein. Voilà. Donc là, on ne peut pas se dire, je vais voir le premier tour, ce que ça donne, et puis j'irai éventuellement voter au deuxième. Non. Là, c'est au premier tour ou pas du tout. Voilà, exactement. Si on n'y va pas au premier, on n'ira pas au deuxième, parce qu'il n'y en aura pas. Donc voilà, ça c'était mon coup de gueule, parce qu'il y en a ras-le-bol. Vraiment, ils se foutent de nous. Et il faut peut-être refaire, à la limite, comme on faisait avant. C'est vrai qu'il y avait des... On allait plus à l'essentiel. Là, c'est vrai qu'on nous a créé des besoins dont on pourra, à mon avis, se passer. C'est-à-dire, ce qui est grave, c'est que même maintenant, si on veut faire des sittings, les gens n'ont pas le courage de venir si on les invite. Oui, on risque de se retrouver tout seul, assis par terre. Citoyens au quotidien sur RCN. Alors Sylvie, toi qui es la spécialiste du logement, je rigole parce que c'est pas du tout le sujet que tu abordes d'habitude. Je crois que tu vas nous parler de l'arnaque au détournement de loyer. Voilà. Donc si on est locataire, on risque fort un jour de recevoir, d'être victime de cette arnaque. Donc, par exemple, vous avez reçu un message, un mail qui semble provenir de votre propriétaire, de votre bailleur. Alors, il vous annonce, par exemple, un changement de coordonnées bancaires pour le paiement de votre loyer et éventuellement un impayé que vous devez réaliser sans tarder. Prenez le temps de vérifier ces informations par vous-même car il peut s'agir d'une tentative d'escroquerie. Donc, depuis fin 2022, cybermalveillance.gouv.fr, donc ça, c'est le site hyper sérieux qui concerne Très important. Toutes les cybermalveillances. Si un jour on est victime de ça, il faut aller sur leur site pour voir ce qu'il faut faire. Voilà, c'est vraiment c'est le site gouvernemental, quoi. Donc, le site cybermalveillance.gouv.fr a constaté plusieurs vagues de mails frauduleux supposément émis par des propriétaires bailleurs. Ces messages cherchent à tromper des locataires afin de détourner le paiement du loyer de leur logement au profit d'escrocs. Sinon, c'est pas drôle s'ils récupèrent pas de l'argent. Alors, j'ai récupéré plusieurs exemples de messages. Donc, par exemple, il y en a un qui va, donc l'objet, ça va être le changement de nos coordonnées bancaires. Donc là, le message se fait passer comme venant du propriétaire. Donc, ça va être marqué, par exemple, celui-là, c'est marqué service comptabilité avec une adresse derrière complètement loufoque. Mais c'était marqué, donc, madame, monsieur, nous vous prions de bien vouloir noter le changement de vos coordonnées bancaires. Vous trouverez ci-joint un relevé d'identité bancaire d'ici la fin de ce mois. C'est sur ce compte que nous vous demandons désormais de bien vouloir effectuer les virements pour le règlement de votre loyer. Et il nous marque quand même, il nous demande en plus de bien vouloir confirmer la réception du mail. On ne sait jamais s'il n'était pas arrivé qu'il puisse nous le renvoyer une deuxième fois. Un deuxième mail, c'est pareil, hein, c'est comptabilité loyer. Alors là, c'est pareil, hein, c'est un truc complètement loufoque. Donc, bonjour. J'attirerai l'attention quand même, c'est l'adresse mail, c'est gmail.com. Oui, voilà. Il faut être vigilant avec ça. Hein. Donc, le texte, c'est « À ce jour, sauf erreur de notre part, nous restons dans l'attente du règlement de votre loyer. En effet, conformément au contrat de location signé, l'échéance pour le paiement étant atteinte, je vous remercie de procéder au plus vite au règlement afin de régulariser votre situation de façon amiable. Nous vous informons par la même occasion de la mise à jour de nos coordonnées bancaires. » Bah oui, il faut bien qu'ils donnent leurs coordonnées pour qu'ils puissent détourner l'argent. N'hésitez pas à répondre directement à ce courrier pour toute demande d'informations complémentaires. Voilà, à partir du moment où vous répondez à un mail comme ça, vous mettez le doigt dans l'engrenage. Voilà, et là c'est parti. Alors, donc, pour reprendre donc, suite à ces deux mails, ces deux exemples, donc de quoi s'agit-il? Donc en fait, c'est dans un message qui semble provenir du propriétaire bailleur. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder de qui l'a envoyé. Parce qu'à chaque fois, donc tu le disais Christian, c'est des adresses Gmail. Si vraiment on regarde l'intitulé de l'adresse, c'est là qu'on peut se rendre compte que c'est pas du tout notre propriétaire. Donc ça va être un mail de notre propriétaire ou de son service prétendument comptabilité. Donc il nous informe d'un défaut de paiement ou d'un changement de coordonnées bancaires pour le règlement du loyer. En général, ce message assez sommaire a pour accroche principale un impayé de loyer, donc ou une supposée relance dans le sujet. Il peut également s'agir d'un prétendu changement de raison sociale du bailleur, mais dans chaque variante, vous êtes invité à régulariser cette situation
au plus vite. Et c'est là le danger. Et c'est là le danger. Quand on nous demande d'aller très vite pour répondre à quelque chose, pour payer quelque chose, c'est là où il faut se poser tranquillement, puis se poser la question, est-ce que c'est bien les personnes qui prétendent être? Parce que dans la plupart du temps, là, quand, par exemple, s'il y a un retard de paiement, parce que ça peut être, effectivement, il peut y avoir. Mais, on peut avoir un retard de paiement, ça m'est déjà arrivé. Oui, non, mais il peut y avoir un retard qui n'est pas dû au locataire. C'est simplement, ça peut être aussi un retard de virement, un problème bancaire. Ça peut être un problème bancaire et autres. Mais c'est au plus vite qui est dangereux. Voilà. Parce que systématiquement, ça va faire ding-ding dans la tête. Nom d'un chien, il faut que je paye vite. Il y a toujours des délais pour régler. Voilà, il y a toujours des délais pour régler. Mais c'est vrai que les arguments qu'ils mettent dans ces mails, c'est toujours, ça vise à créer un sentiment d'urgence. C'est urgent, donc comment on va vite, on veut le faire vite parce qu'on se dit mince, je ne veux pas avoir des ennuis avec mon propriétaire, etc. Donc en fait, on essaye de réagir très vite et c'est là où on perd toute la notion de notre attention. Donc, et il faut noter que ces messages, là, dans les deux exemples, c'est complètement impersonnel. Il n'est jamais écrit monsieur machin, madame truc, non, c'est toujours impersonnel. Il n'y a pas le nom, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas les références du logement, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'identité, rien du tout. L'identité ou la raison sociale du propriétaire bailleur n'est également pas mentionnée. Donc, il s'adresse à quelqu'un complètement dans le vent et ils n'écrivent rien du tout concernant le bailleur. Donc, dans certains cas observés, les escrocs prétextent un problème de comptabilité pour demander le paiement de loyer en coupon PCS, donc je ne savais même pas que ça existait, que les victimes doivent acheter chez un buraliste. Alors c'est là, c'est vraiment très dangereux le système là, parce que le paiement par coupon PCS, la plupart du temps justement, c'est une fois qu'on paye avec un coupon PCS, c'est irrattrapable. Voilà, on a payé et c'est fichu, quoi. C'est comme si j'avais donné de l'argent liquide. Les buralistes chez qui justement on va chercher des coupons PCS, ils sont bien au courant et la plupart du temps, ils insistent. Ouais. Quand la personne demande un coupon, ils insistent bien pour savoir s'ils connaissent la personne à qui ils vont l'envoyer. Voilà. Donc de toute façon, quel que soit le message, c'est une tentative d'arnaque qui a pour objectif de nous piquer de l'argent. Alors, que faire donc si on reçoit ce message? La première chose, c'est de ne pas répondre. Ce message à caractère impersonnel est une arnaque envoyée par vague à des milliers de personnes dont l'adresse mail a pu être trouvée sur Internet. C'est vrai que nos adresses mail peuvent être diffusées, etc. Ne serait-ce que quand on reçoit quelquefois des envois groupés, etc. Enfin, nos adresses, elles voyagent très bien. Et puis même quand on les donne dans des magasins, toutes ces choses-là, les fichiers d'adresses et compagnie sont revendus facilement. La première chose, donc, on ne répond pas. La deuxième, on ne paye pas. Si on paye, on alimente un système criminel et on resterait de toute façon redevable de la vraie somme à notre propriétaire bailleur. Au moindre doute, c'est de contacter mon propriétaire, mon bailleur, par les moyens habituels que j'ai à ma disposition, donc soit une adresse mail, un numéro de téléphone, voilà, qui va lui pouvoir me confirmer ou infirmer donc, le message reçu. Donc on trouve les coordonnées sur les quittances de loyer, sur le bail aussi, on va avoir l'adresse, etc. Quand on a fait tout ça, il faut aussi, pour essayer d'enrayer le mécanisme, signaler le message frauduleux à Signal Spam. Alors c'est tout simplement www.signal-spam.fr. Signal Spam, c'est une association qui a un but non lucratif qui permet aux internautes de signaler tout ce qu'ils considèrent être un spam dans leur messagerie. On ne le fait pas assez souvent, parce que généralement on voit que c'est un spam, etc. On le vire. Et paf, on le vire, on le met dans les spams. C'est une grave erreur parce que... Mais là, quand c'est un truc comme ça, ça vaut vraiment le coup de le signaler parce que là, c'est vraiment des escrocs qui sont Mais des derrière. fois, il y a des spams qui sont insignifiants. Il ne faut pas non plus... il faut pas les virer sans réfléchir et sans dire, ben voilà, je vais le signaler. Voilà, il faudrait vraiment signaler, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas tous. Hein. Donc, les signalements sont assignés aux autorités ou aux professionnels en mesure de prendre des actions contre ces spams. Et je pense qu'il y a par exemple des services de gendarmerie qui sont spécialisés là-dedans. Complètement. En faisant ça, en signalant par Signal Spam, on contribue ainsi à la lutte contre ce procédé, ce phénomène cybercriminel. Et puis, il faut également donc signaler la tentative d'escroquerie sur la plateforme dédiée du ministère de l'Intérieur, et c'est internet-signalement.gouv.fr. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut faire pour pas se faire piéger.
mais il arrive que il y a des personnes qui il y a des gens qui sont catastrophés et ils vont oh là là, j'ai pas payé mon loyer et ils vont réagir. Alors, voilà, ils vont réagir, voilà. Et il faut pas. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, vous n'avez pas payé. D'abord, vous contrôlez que vous n'avez pas payé. Oui, parce que quelquefois, il y a même des personnes qui ont déjà payé, mais qui vont recevoir ce mail. Et par contre, alors voilà, après, il y a l'étape suivante, il y a des personnes qui vont être victimes, qui vont avoir payé quand même ça. Donc, il y a quelque chose aussi à faire. Donc, si on a payé, on est victime donc d'une escroquerie au sens de l'article 313.1 du Code pénal. C'est un délit qui est passible de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Bon, encore faut-il qu'il se fasse attraper. Oui, mais alors ça, c'est compliqué. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire dans le premier, c'est alerter immédiatement ma banque de l'opération frauduleuse pour tenter de suspendre le virement si celui-ci n'est pas encore effectué. C'est-à-dire qu'on peut très bien, nous, avoir fait le virement, mais qu'il ne soit pas parti de la banque. Dans le cas contraire, on demande le retour des fonds. Votre banque pourra exiger une copie de votre dépôt de plainte pour instruire votre demande. C'est pour ça qu'il faut porter plainte, il y a un certain nombre de choses à faire. Il faut conserver les preuves, conserver les messages reçus, les mails, les coordonnées bancaires de l'escroc et toute autre information qui pourront vous servir pour signaler les faits et déposer plainte. En parallèle des démarches auprès de votre établissement bancaire, déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie ou par écrit au procureur de la République, du tribunal judiciaire dont vous dépendez. Donc je dirais que l'adresse du procureur de la République, on le trouve sur Internet, quoi. Oui, alors là, je vais insister. Et là, il faut fournir toutes les preuves, mais comme à chaque fois, hein, si on porte plainte, il faut qu'on puisse dire quand est-ce que ça s'est passé, le mail qu'on a reçu. Donc là, il faut vraiment fournir toutes les pièces, toutes les preuves en notre possession. Alors là, je vais insister. Parce que vous risquez, vous allez dans un commissariat pour déposer une plainte pour ça, ou à la brigade de gendarmerie, et on risque de vous dire que c'est pas à eux de le faire, ils n'ont pas le temps. Alors le problème c'est que quand vous allez au commissariat ou dans une brigade de gendarmerie, il faut qu'ils demandent, pour enregistrer la plainte, un numéro au parquet. Mmh. Et donc la plupart du temps, c'est tellement... c'est un petit peu lourd. Donc, n'hésitez absolument pas à faire un courrier au procureur de la République. Déjà, c'est vrai qu'on peut aussi dire, que ce soit au bureau de police ou à la gendarmerie, que s'ils ne prennent pas notre plainte, nous, de toute façon, puisque de toute façon, il faut aussi peut-être la copie de la plainte pour pouvoir récupérer notre argent via notre banque, il faut donc vraiment que la plainte soit déposée. Donc, s'ils ne veulent pas le faire, c'est de leur dire que nous, on veut absolument déposer plainte et qu'à défaut qu'ils nous prennent notre plainte, on ira plus haut et on ira voir le procureur de la République. Et dans tous les cas, dans le courrier de plainte auprès du procureur de la République, il faut aussi mettre dans ce courrier-là que la gendarmerie ou le commissariat de police n'a pas voulu prendre la plainte. Voilà. En étant allé tel jour à tel endroit, etc., et qu'on n'a pas pu déposer plainte. Donc, on peut aussi se faire accompagner parce que, déjà, je pense qu'on peut aussi un petit peu avoir honte quand on s'est fait arnaquer comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter de se faire accompagner. On peut être accompagné gratuitement dans cette démarche par l'association France Victimes au 116 006, appel et services gratuits, qui opère le numéro d'aide aux victimes du ministère de la Justice. Le service est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 19h. Et on peut dire qu'il y a une antenne sur la Meurthe-et-Moselle. Oui. Alors, voilà. Oui, c'est France Victimes 54. Voilà, France Victimes 54. Et la dernière démarche, pour être conseillé dans vos démarches, contactez, oh là, ça y est, je bafouille, contactez la plateforme Info Escroquerie du ministère de l'Intérieur au 0805 805 817, appel et services gratuits, et le service est ouvert de 9h à 18h30 du lundi au vendredi. Donc il ne faut pas rester tout seul, c'est pas parce qu'on s'est fait arnaquer qu'il faut se dire tant pis, c'est bien fait pour moi. Non, il faut réagir, il faut voir avec sa banque, il faut déposer plainte, il faut faire tout le nécessaire pour que pour déjà essayer de récupérer l'argent qu'on a perdu. C'est quand même à mon avis aussi très 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 important de faire toutes ces démarches. Je dirais aussi que dans le doute, vous avez aussi la possibilité de vous adresser à notre bureau, à la CLCV. Hein. Voilà, même si on n'est pas, si quelquefois on n'est pas en capacité de faire les démarches, on peut aussi, parce que ce que je disais, c'est l'important, c'est aussi de ne pas rester tout seul et de se faire aider, de se faire accompagner. Il ne faut pas hésiter, il faut venir nous voir, il faut prendre contact avec nous. Et puis, on peut donc vous accompagner un peu, mais pas complètement, parce que là, après, on
on entre dans un système. Voilà. Citoyens au quotidien sur RCN. Sylvie Gruy, Christian Saquet. Alors, je vais te passer la parole, Christian, parce que le prochain sujet, c'est toi qui le fais. Ça concerne les paiements en espèces. Voilà, on va avoir une information et puis après le vrai du faux. On te fera un quiz. Ouais, enfin, c'est bien parce que c'est moi qui l'ai préparé. Donc. Si j'ai un tout petit peu mais je ne saurais pas tout, hein, sans regarder. Ouais, encore une fois, je suis victime de l'escroquerie. Voilà. Alors, selon une enquête menée en 2022 par la Banque Centrale Européenne, l'argent liquide reste, malgré la montée de l'utilisation de la carte bancaire et des paiements dématérialisés, le moyen de paiement préféré des Français. En effet, 50% des paiements dans les magasins sont réalisés encore en espèces. Ce chiffre, malgré son importance, affiche un net recul par rapport aux années précédentes, 68% en 2016, 57% en 2019. Ah donc ça descend quand même pas mal. Ça descend. Ouais. Une dégradation néanmoins inférieure à la moyenne constatée dans la zone euro, sachant que la France se situe parmi les États européens qui utilisent le moins les liquidités. Alors là, il y a la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg qui sont dans le même cas. On se pose parfois la question de la disparition prochaine des billets et des pièces. Ce n'est en aucun cas une possibilité aujourd'hui. En effet, la BCE s'engage à garantir que les consommateurs restent libres de choisir leurs moyens de paiement, aujourd'hui comme à l'avenir, a déclaré Fabio Panetta, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne en 2022. Donc, régler un achat ou un service en espèces, c'est simple, mais pas toujours possible. Est-ce que tu connais les règles, toi, Sylvie ? Voilà, comme je le disais, c'est moi qui ai préparé le sujet, mais Alors, j'ai pas vraiment tout retenu quand même de ce que j'ai écrit. Alors, on y va pour le quiz. Ouais. Est-ce qu'un commerçant peut refuser le paiement en espèces, vrai ou faux ? Bah écoute, moi, c'est vrai que avant que je prépare le sujet, je pensais que ça pouvait être vrai, mais c'est faux. Effectivement, oui, eh bien c'est faux, oui. La Banque de France et la Commission européenne rappellent que tout commerçant est obligé d'accepter les règlements dans la monnaie fiduciaire qui a cours légal, à savoir l'euro, en France, et cela quelle que soit la valeur de la coupure. Il ne peut en aucun cas refuser un paiement en espèces. En revanche, vous êtes tenu de faire l'appoint s'il le stipule et peut vous refuser un gros billet, si cela l'oblige de vous rendre la monnaie. On a vu le cas avec des billets de 500 €. D'autant plus pour une baguette de pain ou une barre de chocolat. De la même manière, il n'est pas tenu d'accepter plus de 50 pièces pour un même achat. C'est vrai que j'imagine le pauvre commerçant s'il doit compter plus de 50 pièces. Ça fait penser à ceux qui, pour payer leurs impôts, voilà, qui y allaient avec une brouette qui était pleine de pièces. Voilà, qui était pleine de pièces. Donc là, on peut comprendre, quoi. Alors, deuxième question. Est-ce qu'il y a des limites pour payer en espèces ? Vrai ou faux ? Alors bon, comme je le sais, là, je vais te dire c'est vrai, mais tu vas nous expliquer, toi, les différents montants. Ah oui, donc toi, tu sais que c'est vrai, quoi. Moi, je sais que c'est vrai, voilà. Mais tu vas nous expliquer quels sont les différents montants et dans quel cas. Alors, le paiement en espèces entre un particulier et un professionnel est limité à 1 000 €. Au-delà, seuls les règlements par chèque, carte bancaire ou virement sont acceptés. Pourquoi ? C'est pour avoir la traçabilité. Hein. La traçabilité, je pense que c'est aussi pour éviter le blanchiment d'argent. Exactement. Des exceptions existent néanmoins. Les règlements en espèces pour le trésor public sont limités à 300 €. D'accord, donc eux, ils ont plus peur, ils veulent pas 1000, ils ont veulent encore que plus 300. peur que les autres. Ils sont tellement trafiquants eux-mêmes. Alors là, ça n'engage que toi. Ah oui, complètement. Alors, pour le paiement d'un salarié, c'est limité à 1 500 €. J'ai été surpris parce que je croyais que c'était 1 000 €. Voilà. Non, c'était bien stipulé, effectivement, c'est 1 500. Et alors, chez les notaires, pour le règlement d'un acte authentique donnant lieu à la publicité foncière, ils sont limités à 3 000 €. Et là, c'est pareil. Mm-hmm. C'est pareil, c'est une question de traçabilité. De traçabilité, ouais. Et alors, pour les professionnels, si le domicile fiscal se situe hors de France, ils sont limités, je bafouille, à 15 000 € au lieu de 1 000 €. D'accord. Il n'y a aucun seuil qui s'applique aux personnes n'étant titulaires d'aucun autre moyen de paiement ou n'étant pas titulaires d'un compte de dépôt, et ce, dans le cas d'un paiement entre particuliers. Dans ce cas, il vaut mieux prévoir un écrit, preuve de paiement, pour tout achat au-delà de 1 500 €. Bah, c'est vrai que si on dans paye... tous les cas, voilà, dans tous les cas. À partir du moment où on règle un achat et que c'est un petit peu important et qu'on le règle par en argent liquide, du coup, on n'a aucune trace.
on peut avoir une trace avec quand ça atterrit sur notre compte bancaire par un chèque ou par un paiement par carte bancaire, mais en argent liquide, on n'a rien, quoi. Alors, troisième question du quiz. C'est un peu amusant, ça. Un commerçant est-il tenu d'accepter un billet abîmé? Bah moi, je dirais que ça dépend, voilà, l'état du billet abîmé, quoi. Si c'est un tout petit peu abîmé, moi, ça m'est déjà arrivé de payer avec. Mais si il est vraiment trop abîmé, je ne sais pas si j'ai passé le billet dans ma poche. Eh bien non, il n'est pas tenu d'accepter. Si j'ai lavé mon billet dans ma poche de jean, ça va peut-être pas le faire non plus. Dans le temps, on disait, s'il y a le montant dessus, c'est bon, il est bon. Il y en a d'autres qui disent, si le billet est entamé et puis qu'il n'y a pas la signature de la Banque de France, ça c'est des histoires, ça. Un commerçant ou tout prestataire de service a le droit de refuser un paiement effectué avec un ou des billets qui semblent faux, qui sont endommagés, déchirés, tachés, partiellement brûlés, voire incomplets. Ça me fait penser, ça, aux billets qu'on récupère dans un pantalon et puis qui a été lavé, quoi. C'est ce que j'ai qu'on a mis à la machine à laver, c'est voilà. Le détenteur de ces billets doit se rendre dans une succursale de la Banque de France ou à un guichet de la Poste assurant l'échange et la collecte des billets endommagés. C'est pas tous les guichets de poste. Voilà, c'est pour ça que c'était bien indiqué. Ces établissements vérifient si les billets sont vrais, l'état des billets, dont la surface restante, pour procéder au remplacement des billets. Et puis, il vaut mieux refuser d'être soi-même réglé avec un billet endommagé pour ne pas avoir à le remplacer. Quand vous allez au bureau de tabac chercher des cigarettes et qu'on vous rend un billet qui est endommagé, il faut le refuser. Voilà. Même si c'est aussi un pote qui nous paye, etc. Les copains, voilà, même si c'est un copain, on lui laisse son billet et il nous paye autrement. Mais pas comme ça. Est-ce qu'on peut régler un achat ou un service avec deux moyens de paiement complémentaires, des paiements différents? Bah écoute, je te dirais oui, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de payer, notamment même avec, par exemple, les chèques restaurants. Les chèques restaurants. Il y a beaucoup de clients, par exemple, qui vont à la boucherie, qui vont payer une partie avec en chèque restaurant et le reste ou en argent liquide ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que aussi, des fois, on va parler du restaurant. Ouais. Tu vas au restaurant, tu n'as que, par exemple, que 20 € sur toi. Il va bien falloir que tu payes ta note complète. Voilà. Ah oui, je ne sais pas, parce que j'ai 20 € qui vont faire une remise. Sinon, tu vas faire la vaisselle. Voilà. Oui, donc c'est vrai. Si le magasin accepte à la fois des chèques, la carte bancaire et les espèces, il est possible de régler avec plusieurs moyens de paiement. Toutefois, le commerçant peut exiger un montant minimum à régler par carte bancaire. Il suffit que cela soit clairement indiqué. Par contre, si ce n'est pas marqué... Voilà. C'est là aussi où c'est important, parce qu'à partir du moment où le commerçant n'indique pas comment il fonctionne... Il ne peut pas non plus nous obliger à... Il peut pas... C'est comme par exemple un commerçant qui n'indiquerait pas qu'il n'accepte plus les chèques, parce qu'il y a beaucoup de commerces maintenant qui ne les acceptent plus, ou qui vont les accepter seulement des personnes qu'ils connaissent. Et il faut que ça soit écrit, quoi. Si le commerçant n'a pas écrit qu'il ne voulait pas d'un chèque, ça ne peut pas marcher. C'est bien pour ça qu'ils sont obligés aux caisses à mettre qu'ils refusent les chèques. Voilà. Mais ils ne mettent pas non plus de limitation, ils refusent le moyen de paiement. Je pense qu'ils se sont fait tellement avoir avec des chèques volés ou quoi que ce soit que... Alors depuis 2011, toute transaction en espèces est interdite sur les transactions d'achat, vente de métaux ferreux, fer, acier, fonte et non ferreux, aluminium, argent, or, bronze, étain, plomb, zinc, quel que soit le montant. Ça, c'est très... Alors ça, moi, quand j'ai préparé le sujet, c'était quelque chose auquel je n'avais même pas pensé, quoi. Je me suis dit, voilà, que ce soit interdit de payer en liquide... c'est pour le blanchiment. Oui, mais je pensais pas que... Tu as des gars qui vont piquer sur les lignes de chemin de fer, qui vont piquer des kilomètres de cuivre. Oui. Et puis après, voilà. Donc, mais ceux-là, je ne suis pas sûr que ça les inquiète. Ils doivent avoir d'autres possibilités. Ceux qui vont piquer le cuivre sur des installations... Il n'empêche que cette transaction est interdite en espèces. Voilà. Est-ce qu'un commerçant est tenu... Alors, 6e quiz. Est-ce qu'un commerçant est tenu de rendre la monnaie sur les tickets restaurants? Non. Quoi, tu dis non, tu dis non. Et je dis non parce que, oui, pareil, chez mon boucher préféré... Il sait souvent qu'il est obligé de dire aux personnes que non, il ne rend pas la monnaie sur le... C'est exact. Il n'y a aucune obligation à le faire. C'est le cas également pour les chèques, papier cadeau, vacances, lire. Les chèques lire, ouais.
En fait, ce qu'il y a aussi par rapport à ces moyens de paiement, c'est qu'il y a aussi généralement... C'est pour permettre... Les chèques LIR, c'est pour permettre l'accès à la culture. Les chèques vacances, c'est pour permettre aux personnes de pouvoir aller en vacances. C'est pas pour avoir de l'argent liquide à la place, quoi. Et c'est pareil pour les chèques restaurants. Les chèques restaurants sont faits pour que les gens puissent se nourrir. C'est pas pour que quelqu'un, je sais pas, il aura un chèque restaurant de 14 €, il achète pour 2 €, il demande qu'on lui rende 12 et avec les 12 €, il va acheter autre chose. Exact. C'est vraiment fait pour ça et pas pour autre chose. Donc c'est normal qu'il... Enfin, moi, à mon avis, c'est normal qu'il ne rende pas la monnaie, quoi. Alors, pour éviter toute déconvenue, il est préférable de payer en partie en chèque et le reste avec un autre moyen de paiement, liquide, chèque, carte bancaire. Voilà. Bon. Tout moyen, je dirais, traditionnel. Mais c'est vrai qu'il y a quelquefois, chez les commerçants, des personnes, des consommateurs qui ne sont pas contents parce qu'ils ne peuvent pas se faire rembourser. Donc, Est-ce que tu as une autre communication à faire? Eh bien, écoute, là, comme ça, tout de suite, non, maintenant. Pas. Non, pas. Donc, on s'achemine là, tout doucement vers la fin de notre émission. On a encore un petit peu de temps quand même. Hein. Oui. On va quand même donner déjà les coordonnées. Oui, on donne les coordonnées de la CLCV. Donc, notre association Consommation Logement Cadre de Vie de Malzéville-Saint-Max se trouve 60 rue du Colonel Drian, bâtiment Franklin, à Malzéville. Pour venir nous voir, il faut prendre la ligne Stan 13 et descendre à arrêt Alexandre 1er. Si vous voulez nous contacter par téléphone... Alors attends, ce que tu dis quelquefois, et c'est pas mal de le redire là, c'est que si on vient de Nancy, il faut prendre la direction de Martemont. Ouais, ça c'est bien parce que sinon on se retrouve ailleurs. On se retrouve à l'autre bout mais c'est déjà arrivé à quelqu'un. Ça peut faire sourire, mais c'est déjà arrivé à quelqu'un qui s'est dit, je vais prendre le 13, puis qui s'est retrouvé à l'autre bout, la métropole. Donc c'était pas ça du tout. Mais ma nièce, c'est le cas, s'est retrouvée d'autre côté. D'autre côté. Je ne dirai rien. Je me tais. Pour nous joindre par téléphone, c'est le 03 83 29 10 96. Et on peut nous joindre aussi par Internet, c'est malzéville@clcv.org. Alors, je vais peut-être... Ouais, quand tu disais le numéro de téléphone, on peut rappeler à nos auditeurs que si on nous appelle, alors si on n'est pas là ou si on ne peut pas répondre, ça peut aussi arriver, on est là mais on peut être déjà avec quelqu'un. Quand je suis en permanence, que je reçois quelqu'un, des fois je ne peux pas, on est en train de discuter de choses que je ne peux pas répondre au téléphone. Et puis c'est pas poli d'abandonner quelqu'un en lui disant je réponds au téléphone. Donc en fait ce qu'il faut que les gens fassent c'est de laisser un message, mais pour qu'on les rappelle, pitié, laissez votre numéro de téléphone. Ça ne marche pas, si on n'a pas de numéro de téléphone, on ne peut pas rappeler. Et si vous voulez en savoir plus sur la CLCV, vous allez sur www.clcv.org et là vous avez, c'est une bible. Voilà, c'est une mine d'or, comme tu disais précédemment dans une émission. Donc il y a vraiment tout. Il y a les prises de position de la CLCV, il y a les communiqués de presse qui ont été diffusés, il y a nos positions sur un tas de sujets. On y retrouve aussi sur le site internet la localisation de toutes les structures CLCV, partout en France. Alors nous avons des permanences sans rendez-vous à Malzéville. À Malzéville. C'est le mardi, alors de 9h30 à midi et de 14h30 à 17h. Nous avons une permanence le mercredi après-midi de 14h30 à 17h et le jeudi, idem pour que le mardi, donc 9h30 midi, 14h30, 17h. Voilà. En dehors de ces plages horaires, donc vous pouvez prendre rendez-vous, comme je disais tout à l'heure, par téléphone ou par mail. Voilà. Tu vas nous parler peut-être de la page Facebook ? Alors, je vais parler de la page Facebook, mais je voulais dire aussi que sur le site internet www.clcv.org, on peut s'inscrire pour recevoir les newsletters. Donc, la newsletter généraliste. Il y a également une newsletter alimentation et une newsletter logement. Donc, la newsletter logement, ça va traiter aussi bien des sujets de copropriété, des sujets locatifs privés et locatifs HLM. Voilà. Donc la page Facebook, c'est CLCV Malzéville-Saint-Max tout simplement. Donc on y retrouve un certain nombre d'informations. On va y retrouver notre adresse, on va y retrouver nos permanences qui sont en haut de page. Et puis sur cette page Facebook, on partage les informations de la CLCV nationale, des publications qui ont été faites aussi par d'autres CLCV sur le territoire français.
On va partager des informations aussi de l'INC, de la DGCCRF, tout ce qui intéresse les domaines d'action de la CLCV pour avoir une information la plus large possible. Et puis, ce qu'on fait également, c'est qu'on partage aussi tout ce qui concerne les émissions de radio, citoyens au quotidien, et également ce qu'on fait, les animations, on prend des photos, on partage, etc. Lors de notre dernière émission de radio, de Citoyens au quotidien, je te rappelle que nous avions fait un appel, tu avais fait appel au bénévolat, et surtout que nous recherchions un trésorier. Poste indispensable avec toute association. Est-ce que tu as des nouvelles ? Alors, pour l'instant, pas de nouvelles, mais donc tu peux peut-être redonner ce qu'on cherche. Alors, on ne cherche pas un mouton à 5 pattes, hein. Je le dis toujours. Quelqu'un qui a envie de donner de son temps, qui a envie de s'investir dans l'association. Donc, tu fais appel à un trésorier. Ouais. Tu cherches qu'un trésorier vienne remplacer celui qui nous quitte. Voilà, c'est la personne qui quitte la CLCV. Donc, redis voir un petit peu les missions. Alors, on rappellera qu'une association ne peut pas se passer de trésorier. C'est celui qui... Les missions qu'il aura à faire, c'est de saisir les opérations crédit débit via le logiciel qui est en place déjà. C'est faire la clôture des comptes, les bilans en vue de l'Assemblée générale, archiver les différentes pièces comptables. Ouais, ça aussi, c'est important, parce que quand une comptabilité n'est pas archivée, pas classée, c'est un peu le cirque. Établir le budget prévisionnel et les demandes de subvention en lien avec la présidente. Voilà. La présidente, c'est toi. La présidente, c'est moi, parce que demander une subvention, c'est pas seulement le côté comptable, c'est aussi mettre en avant les actions de l'association, qui on est, comment on fonctionne. Et en plus, c'est quand même aussi beaucoup plus facile de faire une demande de subvention à deux que tout seul, quoi. Et tu penses que le temps à consacrer pour cette personne, il est de combien ? Moi, ce que j'ai estimé, c'est à peu près 8 heures par mois. Alors peut-être avec le jour où on a une demande de subvention à faire, c'est vrai que ce sera peut-être un petit peu plus, parce que c'est quelque chose... Il y a des discussions autour de ça, oui. Voilà, il y a des discussions, et puis après, il faut remplir aussi les dossiers. Donc quelquefois, quand c'est des dossiers qui se complètent via Internet, ça peut prendre plus de temps, parce que sur les plateformes, quelquefois, il y a du monde. Des fois, ça bug. Ça bug. Moi, je me suis vue un 8 mai, il y a quelques années en arrière, terminer de compléter une demande de subvention, parce que je prenais l'avion le lendemain. Donc, j'ai terminé la demande de subvention. C'est quand tu partais en Afrique du Sud, ça ? C'est le jour où la veille que je parte en Afrique du Sud, j'étais en train de faire la demande de subvention. Donc là, je pense que j'ai passé une grande partie de la journée à faire ça. Mais voilà, c'est comme des situations un petit peu particulières, je dirais, dans le temps normal, c'est à peu près ça, c'est à peu près 8 heures. On a une association qui n'a pas de salariés, donc il n'y a pas de paye à faire. Tout ce côté-là, il n'y a pas à faire, on n'a pas de salariés. Donc ça, voilà, il n'y a pas à s'occuper de ça. Alors, quelle qualité il faut que cette personne ait ? Cette personne, il faut qu'elle soit sérieuse, il faut qu'elle ait envie de s'investir. Parce que, voilà, quelqu'un qui se dirait, j'y vais, voilà, un petit peu en dilettante, c'est pas du tout ça. On ne peut pas faire de la compta, la trésorerie d'une assoce en venant en dilettante, quoi. C'est pas possible. Ça marche pas. Donc, voilà, il faut que ça soit fait avec sérieux. Et nous, ce qu'on propose, parce qu'en fait, le poste de trésorier, c'est aussi un poste qui est un poste politique. C'est pas seulement faire la comptabilité, c'est aussi un côté politique. Et nous, ce qu'on propose maintenant aux personnes, mais pas seulement aux trésoriers, à toutes les personnes qui viennent, c'est de les former, de leur fournir la première formation CLCV, qui est histoire et valeur de la CLCV. Parce que la CLCV a une histoire riche depuis 1952. Très riche. 1952. Il faut aussi connaître cette histoire c'est un petit peu comme les gens, on sait où on va quand on sait d'où on vient, mais dans une association, c'est pareil. Surtout une association qui a cette richesse-là. Et puis aussi les valeurs. Parce qu'on ne fait pas de la CLCV comme on fait une association de pêche, quoi. C'est pas la même chose. Donc il y a vraiment à s'imprégner de l'histoire et des valeurs de la CLCV. Et il y a qu'en suivant cette formation que ça peut se faire. Voilà, est-ce que j'ai dit tout sur notre... Je ne sais pas. Ah oui, j'avais marqué, j'avais donné la dernière fois le fait que les personnes pouvaient se faire connaître soit en envoyant un mail, donc à malzeville@clcv.org, en nous contactant par téléphone, donc au 03 83 29 10 96, et en laissant leur numéro s'il faut qu'on les rappelle. Mais également, ils peuvent aussi venir lors des permanences
pour faire acte de candidature pour être trésorier. Hein. Ça, ils peuvent aussi le faire, venir dans nos permanences sans rendez-vous. Ça leur permet aussi, en plus, de nous rencontrer, de voir où l'on est installé, etc. quoi. Bon, en fait, on peut faire un appel à bénévolat général. C'est pas forcément que le trésorier qu'on cherche. L'urgence, c'est le trésorier, parce qu'il s'en va. Donc là, voilà, il n'y a vraiment pas le choix. Mais après, c'est vrai qu'il y a une foultitude de missions qui peuvent être faites en tant que bénévole à la CLCV. Et ça, il n'y a pas de souci. Nous, on peut aussi faire du bénévolat pour accueillir les gens, pour traiter les dossiers d'accompagnement de nos adhérents. Pour traiter les dossiers, c'est pareil, on fait une formation. Hein. Voilà, il y a des formations, de toute façon, en plus, il y a des formations qui sont proposées par la Confédération. Il y a un webinaire quand même chaque mois. Donc sur des sujets d'habitat, il y en a énormément sur le logement social, mais également sur la consommation. Il y en a aussi sur l'environnement. On en a eu un dernièrement sur l'eau. Enfin, et toutes ces formations sont bien entendu gratuites. Et les webinaires peuvent se suivre, soit la personne peut la suivre depuis chez elle, soit peut venir au local de la CLCV. Enfin, En fait, on peut dire aussi que tout le monde a des compétences. Beaucoup de gens ignorent leurs compétences. Et il faut qu'ils viennent nous voir. Voilà. Ils viennent nous voir, on discute. Voilà, les compétences, on en a et on peut aussi en acquérir. Exactement. Moi, ça fait un certain nombre d'années que je suis à la CLCV. Quand je suis arrivée en 1988 à la CLCV, je n'avais pas vraiment de compétences. Je travaillais et point barre, et je n'avais pas vraiment de compétences. Et les compétences que j'ai aujourd'hui, je les ai acquis pendant toutes ces années. Alors, j'ai acquis comme des compétences avant d'avoir fait autant d'années, hein, quand même. Notre émission se termine, Sylvie. On va dire au revoir à tout le monde. Voilà, on dit au revoir à notre technicien Jean-Luc, à nos 2 stagiaires qui étaient là, qui nous font un petit coucou. On ne les verra pas là sur YouTube, mais ils nous font que coucou. Je te dis au revoir, Christian. Je dis au revoir aussi aux éditeurs de RCN. Et je vous propose, chers auditeurs, de nous retrouver dans un prochain numéro. À bientôt. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org